Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Bonjour Mathieu, je suis parti très vite. Salut Raph. Et oui, alors que rien ne sert de courir, il faut partir à point, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. C'est chouette de te retrouver, ça va? T'es en forme? Ouais, merci. Et toi? Ça va, hein, tranquille, hein. Ouais, tranquille, tranquille. Content d'être là et d'avancer. Ça fait une petite pause dans la semaine, de se retrouver. C'est toujours agréable. Euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi. En plus, on va parler de poésie, tout ça, tout ce que j'aime, tout ce qui est dans mon domaine. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ben, t'aimes le rap, alors je savais que tu serais sensible à la poésie. C'est, c'est pas faux. C'est pas faux. T'as raison. C'est une très bonne remarque. Euh, mais en tout cas, voilà, on va parler ensemble de poésie. Je pense qu'on fait tu sais quoi, on fait des introductions qui donnent le plus envie aux gens de nous suivre. Oui, mais en fait, on sait que les gens nous suivent pas à cause de nos introductions. Ça, Sinon, ça, je personne pense nous qu'on peut suivrait. être. Ouais, c'est ça. S'ils nous suivent à cause de nos conclusions, voilà. D'ailleurs, bonne idée. Dites-nous dans les commentaires pourquoi est-ce que vous nous suivez? Pourquoi est-ce que vous consacrez du temps à nous écouter euh, dire des bêtises, mettre 10 ans à rentrer dans notre sujet? Alors, je crois que c'est quand même une légende, le fait qu'on fasse des introductions hyper longues. Il y en a qui sont Bah, longues. c'est fini, c'est fini. Il y en a qui sont longues, d'autres, on y va direct, hein, on dit bonjour, bienvenue, bim, on rentre dans le sujet. Au début, c'était long. Au début, c'est clair, on Badaboum. parlait de tout et n'importe quoi, mais maintenant, on n'a pas le temps. Faudrait théoriser notre introduction, en fait. Est-ce qu'il y a une introduction Memento Moriesque où justement, tu vois, c'est qu'elle est indéfinissable? Hmm. Ça pourrait être un sujet. Bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre réflexion sur la thématique de la construction du moi moderne, comment on en est arrivé à notre compréhension contemporaine du moi, c'est-à-dire, alors pas le mois de l'année, bien que certains sont les perdrix de l'année, mais on parle du moi c'est-à-dire de la compréhension de soi, hein, dans ce sens-là, bien entendu. Bon, on se doute que les gens ont compris, mais quand même. Et aujourd'hui, la compréhension de soi est une compréhension qui est très individualiste, très psychologique. Et comment ça s'est construit dans le temps et comme on le voit avec le livre qu'on parcourt ensemble, ce livre de Carl Truman, The Rise and the Triumph of the Modern Self, qui retrace comment on en est arrivé à développer cette construction. En fait, quels sont les penseurs qui ont influencé les processus, quels sont aussi les, les outils conceptuels qui nous aident à comprendre cette chose-là. On en a déjà évoqué plusieurs, et puis aussi certains penseurs. La semaine dernière, on parlait de Jean-Jacques Rousseau. Donc, voilà, on cherche à comprendre comment on arrive à comprendre, à arriver à ce moi moderne, ce moi qui peut arriver, et c'est un peu aussi la ligne que poursuit Karl Truman dans sa réflexion sur toute la question de la théorie du genre et de la transsexualité, comment on peut arriver aujourd'hui à avoir des phrases qui font sens, des phrases qui, il y a un autre temps, n'auraient pas du tout fait sens, on aurait pris la personne pour une folle. Quand aujourd'hui on dit je me sens femme emprisonnée dans un corps d'homme, sur quel héritage philosophique, culturel, conceptuel, une telle affirmation peut-elle reposer? Voilà, je crois que c'est un petit peu ça le travail qu'on fait ensemble. Et aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les poètes. La semaine dernière, on a parlé de Jean-Jacques Rousseau et de sa compréhension euh, de la morale et de l'éthique très personnelle, comme étant en soi, possédée en soi. Et dans ce chapitre 4 du livre de Truman, qui se traduit par les législateurs non reconnus, non officiels, on pourrait dire comme ça, que sont les Méconnu. poètes, les méconnus, voilà. Méconnus, ouais, c'est ça, c'est la bonne façon de dire. Comment, en fait, certains poètes
ont eu un impact pour communiquer à la foule, on va dire, cette réflexion-là héritée de Rousseau, de ce moi qui est de plus en plus psychologique. Ouais, dans ce chapitre, Truman, il parle de l'art et là, en particulier la poésie, mais c'est de manière plus générale, en fait, la question du romantisme. Et c'est vrai que plus je lisais, plus je me disais, mais en fait, il parle du romantisme. Il parle pas que de la poésie et pas que de ces auteurs-là. Donc, il faut vraiment voir ça par le... Enfin, ce dont Truman parle dans ce chapitre, c'est du romantisme. Et le romantisme, c'est beaucoup plus large que la poésie. Ça vient toucher aussi la littérature de manière plus large, mais aussi la peinture, même la musique et le théâtre, etc. Mais c'est peut-être en poésie et en peinture qu'on connaît mieux le romantisme. Et Truman présente donc ici la poésie romantique comme le trait d'union entre les idées de Rousseau et la manière dont ces idées ont pénétré, ont imprégné la culture. Et donc déjà, ça en soi, c'est intéressant, parce qu'effectivement, souvent, l'art joue ce rôle de catalyseur ou de trait d'union entre une théorie abstraite et quelque chose de plus sensible. Et en fait, c'est ce que nous montre Truman, c'est que la poésie vient rendre sensible des idées. Et Ouais. Truman, il nous présente un petit peu le menu. Et il nous dit qu'il y a quatre choses qu'il veut montrer dans ce chapitre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, il y a le lien entre la poésie et la nature, et notamment le lien que fait Wordsworth entre la nature et l'authenticité. Euh, et le fait de revenir à la nature comme étant une expression pour renouer avec son moi authentique. Deuxièmement, il y a le lien entre esthétique et éthique et la manière dont ces poètes voyaient leur tâche comme plus que proposer quelque chose d'agréable, euh, mais comme vraiment une tâche éthique de transformation de la société. Troisièmement, si on veut aller un peu plus loin, la question de le lien entre poésie et politique euh, et, et, et même la vision de Shelley dont on va parler. Shelley, Sheila, c'est la Shellou. chanteuse Sheila, c'est ça? Ce qui vient faire là. C'est l'arrière-grand-père de Sheila. Ouais, là, c'est ça. Shailey, je crois. Shailey. Je crois que c'était le mari de Mary Shelley, celle qui a écrit Frankenstein. Ok, Il me semble. Il me semble que j'ai lu ça dans la version courte de Truman, la Strange New World, ok. qui sera traduit aussi. Bref, Shelley qui était un radical, un révolutionnaire, et qui va proposer la poésie comme alternative à la violence d'une révolution qui a mené le peuple dans une impasse. Il parle de la Révolution française. Et enfin, la manière dont ces poètes ont attaqué le christianisme et le lien qu'il y avait entre une attaque du christianisme comme religion institutionnelle et Mhm. liberté sexuelle. Et donc, il montrait comment déjà, en fait, c'est précisément par le biais de la libération sexuelle et notamment de la, de la critique du mariage que ces poètes vont développer une notion de libération politique radicale. On attaque? Je sais- Ouais, 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 ouais. vas-y, dis-moi. Je sais pas si je me fourvoie, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux axes, euh, deux gros axes. Alors, pour être tout à fait honnête avec les lecteurs, moi j'ai lu ça, j'ai mes notes, j'ai lu tout le chapitre, moi, il y a longtemps. Et comme je te disais, Matt, c'est pas celui qui m'a le plus parlé parce que j'ai peu étudié l'histoire de l'art, donc, et encore moins la question des poètes américains.
si ce n'est effectivement Dr. Dre et Eminem, et Nas et consorts. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux choses pour moi que je retiens. C'est qu'il y a d'un côté la question de la puissance de la poésie pour comment la poésie en fait va impacter l'imaginaire social, comment en fait le romantisme qui véhicule plus euh, les émotions va plus impacter au plus grand nombre, on va dire les masses, enfin au niveau de, voilà, de l'imaginaire social du plus grand nombre, que les théories des Lumières, les théories de la raison qui sont plutôt froides, mais que les émotions, par les récits des poèmes, en fait, ça vient toucher euh, vraiment ça vient plus résonner avec les personnes et en même temps une, une critique de la raison froide. Souvent, je sais qu'on oppose, enfin, qu'on explique que le romantisme, alors qui pour moi, pendant très longtemps, le romantisme, c'était juste offrir des fleurs à ta femme ou une comédie musicale toute pourrie, tu vois. Mais que le romantisme en tant que mouvement culturel a émergé à la suite des Lumières. Enfin, c'est vraiment un peu, un peu un zigzag, hein. Les Lumières allaient dans un sens et ils sont un petit peu en réaction. Où là où les Lumières disaient que tout n'était que raison, c'est une forme de réaction à cette raison froide où le mouvement du romantisme a privilégié l'émotion, l'imagination, l'intuition, etc. Ça va, je me plante pas. Toi qui. Non, ça va, t'as brossé à grands traits. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes et et que, que Truman souligne. Il y a effectivement le fait que la raison est liée au progrès et le romantisme va rechercher dans la nature brute des sentiments qui vont dépasser la raison. Hmm, Et donc, il y a un peu une espèce de guerre nature contre culture qui se joue comme ça dans le romantisme contre les Lumières. Mais il y a aussi à l'intérieur de l'art, tu vois, on aurait tort euh, de réduire seulement un contraste entre les Lumières, la raison et le romantisme. Parce qu'à l'intérieur, moi je parle plus de peinture, c'est ce que je connais, hmm, mais à l'intérieur de la peinture, à l'intérieur de la poésie, il y a aussi une rupture entre euh, quelque chose de néoclassique avec certains sujets, une certaine manière de peindre et le romantisme. C'est-à-dire que les motivations changent, les valeurs changent, la vision du monde change et ça va se traduire aussi par la forme. La peinture romantique, elle elle va venir se décaler de la tradition classique pour proposer quelque chose de différent pour porter ses valeurs. Et donc, il y a un lien très fort entre le fond et la forme. C'est ce que aussi souligne Truman dans la poésie. C'est-à-dire qu'on peut pas... la forme est toujours au service du fond. Alors, ça et là, dans l'exposé, on va peut-être préciser des choses, donner peut-être des exemples, faire des liens aussi avec des choses plus contemporaines. hmm. Moi, j'ai écouté cette semaine le Thinker View avec Dupontel que Ah oui, tu nous as suggéré. Et j'ai aussi trouvé des liens avec avec ce chapitre. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, moi, je trouvais que c'était un cas d'école, hein, cette interview. C'était vraiment intéressant. Vous l'avez on l'a posté dans le Telegram de Memento Mori. Vous avez le lien en description de l'article. Hmm. Alors, Truman souligne que la poésie euh, n'est pas une fin en soi, mais que la raison d'être de la poésie, je le cite, et le plaisir qu'elle provoque n'est rien de moins que le développement moral de l'auditoire.
En fait, le poète, quand il écrive, en fait, communique sa vision du monde et va communiquer une morale, une vision morale du monde. Et l'expérience de la poésie, lire de la poésie, c'est pas du simple divertissement. Ça a une finalité qui est beaucoup plus profonde. Ça va connecter l'être humain à ce qui fait véritablement de lui un être humain, selon les romantiques, c'est-à-dire ses émotions, voilà, c'est la question aussi morale, éthique, la question, voilà, c'est la question aussi, d'où l'importance de l'esthétique dans la poésie qui va porter finalement ces choses-là et relier l'individu à la, à l'amour, à la nature humaine, pardon, en général, et permettre à l'homme d'explorer des émotions qui sont un petit peu universelles, dans lesquelles chacun peut se retrouver. Ouais, alors il y a un peu. Alors, il y a l'importance des émotions intérieures. Mmh, euh, et le poète, euh, donc je cite, écrit sous une seule restriction, à savoir la nécessité de donner un plaisir immédiat à un être humain possédant l'information que l'on peut attendre de lui, non pas en tant que juriste, médecin, marin, astronome ou philosophe naturel, mais en tant qu'homme. Et donc il y a quelque chose le, qui dépasse le savoir scientifique mmh. ou Ou même le utilitaire. savoir tout court. Mmh, Euh, et c'est là aussi l'opposition qu'il y a entre poésie et prose, c'est que le poète ne s'attache pas aux faits, il s'attache aux sentiments, à l'expérience qu'il peut susciter. Le poète doit susciter une émotion de son audience. Et plus particulièrement, le but du poème, c'est que euh, l'audience, le public ressente la même émotion que l'émotion qui a poussé le poète à écrire. Et mmh, donc, il y a le partage d'une expérience. La poésie, c'est une expérience partagée mmh. qui va connecter à la fois le poète à son lectorat, mais aussi les lecteurs entre eux, parce qu'ensemble, ils partagent une même expérience. C'est ça, il y a une dimension universelle, quoi. Exactement. Et du coup, pour Wordsworth, il y a un lien avec la nature, parce que il voit un petit peu le poète, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le romantisme avec l'idée euh, du génie romantique, qui a façonné aussi une certaine vision de l'artiste. Euh, Jusque-là, enfin, ouais, jusqu'aux Lumières, jusqu'à la modernité, on va dire, l'artiste, c'est un technicien. Euh, et souvent, il y a un art qui est un art de commande. C'est un art de mécénat. On paye pour avoir de la peinture, par exemple. Euh, c'est des, les peintres étaient organisés aussi en guildes et en communautés. Et il y avait, il y avait pas, en fait, ou peu, dans l'art, une espèce d'expression personnelle de l'artiste, tu vois, comme étant une valeur forte de l'art. C'est un artiste, il était vu un petit peu comme un artisan, sauf que son art, c'était pas le cuir, c'était pas la céramique, c'était la peinture, par exemple, tu vois. Mmh. Avec le romantisme, il y a une idée de l'artiste qui est mu par une force extérieure à lui-même et qui fait qu'il est obligé de produire. Donc, tu vois, il y a quelque chose de très différent où, avant la modernité, c'était les circonstances extérieures et notamment une dimension sociale, parce que l'artiste s'inscrivait dans la société, qui, qui conduisait l'artiste à produire un art qui était aussi euh, cadré par des standards. Et à partir du romantisme, alors il y a toujours des standards en fait, parce que on Mmh. obéit toujours au mouvement dans lequel on s'insère, mais il y a plutôt cette idée que c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur.
Et on voit ce lien avec ce que soulignent Truman et Wordsworth, c'est que on a le poète qui est comme possédé. Alors, je vais un peu plus loin que ce que dit Truman, mais cette idée d'être transporté par la nature et de donner voix à ce mouvement. Il y a, il y a presque l'idée d'un artiste qui est conduit par la nature euh, et qui doit transmettre par des sentiments ce dont il est en train de faire l'expérience. Mm. Et Et dans le donc, romantisme, le génie, le génie, c'est ça. C'est en gros, c'est ce qui pousse l'artiste à produire, ce qu'il a en lui qui le pousse à produire, c'est si j'ai bien ça. compris. Il y a un truc qui déborde de toi, Mm. euh, une espèce, tu vois, qui t'anime en fait, Ouais, ouais. euh, et qui va faire que tu exprimes ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Mm. Euh, Ouais, et faut que ça sorte, souvent, quoi. faut que ça sorte. C'est l'intériorité qui a besoin de sortir dehors et d'être partagée. Exactement. Et il y Ok. a souvent aussi ces idées de contemplation. On a, tu vois, Mm. un tableau qui est hyper connu, c'est un tableau de Caspar David Friedrich, qui est un monument de peinture romantique allemand, qui s'appelle Le Voyageur contemplant une mer de nuages. Et c'est un gars Ah de dos oui, avec qui est une sur canne. un. Il tient Exactement. sa canne et il regarde un Ouais. paysage. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, il y a une espèce de subjectivité où tu vois, euh, on n'est plus en train de représenter quelqu'un, on est en train de représenter quelqu'un qui regarde le paysage. Mm. Et c'est aussi, alors, C'est Caspar super David intéressant. Friedrich, Tu ne présentes plus le paysage, mais tu représentes la personne qui regarde le paysage. exactement. C'est ouais. Il y a une espèce de Ça fait mise en penser au abîme, en fait. selfie après. Je ne sais pas si mon lien est bon, mais où tu as les gens s'inscrivent eux-mêmes dans le paysage. Tu sais, où tu prends plus de photos d'un paysage, mais tu te prends en photo de toi dans le paysage. Je ne sais Ouais. pas s'il y a un lien Alors un petit peu, tu vois. là, c'est différent parce qu'on parle pas de portrait, on parle d'une mise en scène. Mm. Quand on regarde la peinture, là, je parle du voyageur contemplant une mer de nuages, c'est comme si on se mettait à la place, tu vois, Ouais, c'est de ça. l'autre. Tu as envie d'être à sa place et d'être en train de contempler le paysage, quoi. Exactement. Il y a une autre notion là que moi j'ai étudiée qui est très importante aussi dans le romantisme, c'est la notion de sublime. Euh, le sublime, euh, c'est d'abord une notion rhétorique avant d'être une notion esthétique, mais ensuite qui a été repris notamment par Kant et après par Burke, ouais, par Burke, par Hume et d'autres encore. C'est cette idée de ravissement. Ce qui est sublime, c'est ce qui te ravit. Et il y a cette opposition qui est faite, notamment avec l'art romantique, euh, entre le romantisme qui va s'approcher plus du sublime les mouvements classiques antérieurs qui s'approchent plus du beau. Et la question de la beauté est régie par l'harmonie, par les proportions, etc. Alors que le sublime, c'est le bazar. Le sublime, c'est des tempêtes. On voit la fin de ça avec les peintures de William Turner. Beaucoup de mouvements, tu vois. Des, des, euh, on met en scène un peu le chaos, et souvent c'est le chaos de la nature. Et Mm. il y a quelque chose de l'expérience qu'on fait de ça, où euh, on peut contempler depuis un endroit où on est protégé quelque chose qui est terrible et qui nous dépasse. Et Mm. il y a cette idée de faire l'expérience du chaos, tu vois, un peu comme une immersion. euh, c'est un peu avant l'heure une espèce de cinéma 4D, tu vois, où tu fais l'expérience bien au chaud dans ton siège d'un truc qui normalement te dévasterait. Il y a cette idée en fait de faire partie de quelque chose qui te ravit, d'une expérience qui qui te fait vivre quelque chose de fou. Et Mm. en pensant à ça, j'ai ressorti une archive, tu me permets, Raph. Vas-y. Justement, c'est le premier traité en fait qui a été redécouvert au XVIIe parce qu'il a été traduit par un Français,
un gars qui s'appelle Longin ou Pseudo-Longin, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment lui qui a écrit ça, qui a justement écrit sur le sublime, qui est à la base un style rhétorique. Et justement, le but du sublime, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de faire le pont avec ce dont on est en train de parler, parce que le but du sublime, euh, alors je te lis ce que dit ce que lit Longin, qui parle du sublime comme étant la, la- l'excellence et la souveraine perfection du discours. Une forme de discours qui brille par sa grandeur, sa gravité, sa véhémence et son style. Et Longin, il définit comme ça le sublime, il dit, il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il transporte, et produit en nous une certaine admiration mêlée d'étonnement et de surprise, qui est tout autre chose que de plaire seulement ou de persuader. Nous pouvons dire à l'égard de la persuasion que pour l'ordinaire, elle n'a sur nous qu'autant de puissance que nous voulons. Il n'en est pas ainsi du sublime. Il donne au discours une certaine vigueur noble, une force invincible qui enlève l'âme de quiconque nous écoute. Il ne suffit pas d'un endroit ou deux dans un ouvrage pour vous faire remarquer la finesse de l'invention, la beauté de l'économie et de la disposition. C'est avec peine que cette justesse se fait remarquer par toute la suite du discours. Mais quand le sublime vient éclater où il faut, il renverse tout comme une foudre et présente d'abord toutes les forces de l'orateur ramassées ensemble. Donc ici, il oppose dans la rhétorique Longin une force argumentative qui est faite avec des ressorts de conviction et il dit mais en fait ça c'est pas ça qui va apporter l'adhésion. Ce qui va apporter l'adhésion, c'est un discours qui ravit, qui transporte, qui te bouleverse comme une foudre. Il dit que le sublime n'est pas plus convaincant, mais il force l'admiration. Pourquoi? Parce qu'il dit le merveilleux toujours l'emporte sur ce qui vise à convaincre et à plaire. Un discours contre quoi il est difficile et même impossible de résister et qui laisse un souvenir fort et difficile à effacer. Et il dit, ce sera la dernière citation de Longin, mais justement, il y a aussi ce, ce lien avec la nature et la grandeur. Et je trouvais hyper intéressant de lier justement la pensée du discours sublime et qu'on va retrouver dans l'art romantique, parce que déjà, il y a cette opposition entre quelque chose de raisonné où on dit, ah oui, on est d'accord, ah oui, oui, c'est vrai, et le sublime, en fait, où on réfléchit même plus. Et ça, il le lie avec l'expérience qu'on fait de la nature. Et il dit, nous n'admirons pas naturellement de petits ruisseaux, bien que l'eau soit claire et transparente, et utile même pour notre usage. Mais nous sommes véritablement surpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin, et l'océan surtout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir une petite flamme que nous avons allumée conserver longtemps sa lumière pure, mais nous sommes frappés d'admiration quand nous contemplons ces feux qui s'allument quelquefois dans le ciel, bien que pour l'ordinaire ils s'évanouissent en naissant. Et nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la nature que ces fournaises du mont Etna, qui quelquefois jettent du profond de ses abîmes des pierres, des rochers, des fleuves et des flammes. Et dit en fait le sublime, c'est comme l'éruption d'un volcan, c'est comme un éclair, c'est un truc qui te transporte en fait, dont l'expérience te fait vivre quelque chose que la raison ne peut pas te faire vivre. Et donc, l'impression et l'expérience de cette force-là va toujours l'emporter sur la raison. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le romantisme. À la suite des Lumières et de la raison, une espèce d'irruption comme ça du génie romantique et du sublime qui veut transporter par les sentiments le sujet qui regarde l'œuvre. C'est c'est super intéressant. Ça fait écho, je trouve, à plein de choses, euh, notamment en lien avec la doctrine de la création et de la théologie naturelle et comment Dieu se révèle à nous à travers aussi la grandeur de sa création et les émotions euh, euh, indescriptibles que ça peut produire. Et je rebondis surtout là-dessus. Je trouve c'est intéressant par rapport à l'apologétique, euh, où il me semble que, alors ça a évolué, mais qu'il y a eu toute une période où les chrétiens ont voulu développer
une apologétique en se plaçant sur le terrain des lumières uniquement, Hmm. en disant il y a des objections rationnelles à la foi chrétienne ou scientifique. Donc il faut y répondre sur le terrain de la science et toute la question du débat science et foi et de démontrer que la foi chrétienne est rationnelle. Alors oui, ça peut être parfois utile. Il y a des vrais arguments raisonnables à croire en Dieu, bien entendu. Mais euh, c'est ne voir l'apologétique uniquement sous cet angle-là, d'une défense scientifique, on va dire, aux objections, ou un argumentaire rationnel aux objections faites à la foi chrétienne. C'est voir l'homme comme les Lumières le voyaient et passer à côté de ce qu'apporte aussi le mouvement romantique, qui est que bah, l'homme n'est pas qu'un être raisonnable, c'est aussi un être émotionnel. Hmm. Et j'aime, comme notamment James K. Smith ou d'autres, voient l'apologétique pas uniquement comme l'affirmation de contre-vérité, enfin de débat, vision du monde versus vision du monde. Moi, je sais que j'ai eu plein de discussions, toi aussi, et bon nombre de chrétiens, sur la question, sur la problématique justement de est-ce qu'on peut croire en Dieu sans commettre un suicide intellectuel? On avance des arguments, mais c'est pas pour autant que ça produit chez les gens cet émerveillement devant Dieu, quoi. C'est pas ça qui va forcément les conduire à la foi, parce que l'homme est bien plus complexe que ça, les effets du péché en lui aussi, et la manière dont Dieu se révèle est, euh, n'est pas moins que raisonnable, mais elle est bien plus que cela. Et d'où aussi une redécouverte par certains apologètes ou philosophes chrétiens. Taylor est aussi dans cette veine-là, de dire en fait il ne faut pas s'adresser euh, uniquement sur le plan de la rationalité, mais aussi sur le plan des émotions, et montrer comment en fait Jésus répond, euh, en fait comment Jésus peut nous ravir, si je reprends ton vocabulaire, par qui il est, par la beauté de ce qu'il dit, par ce qu'il démontre par sa personne, et comment l'Église, parce qu'elle vit, le témoignage des simples personnes va être une démonstration qui peut aussi tout à fait impacter les chrétiens autour d'eux. Et je lisais là euh, Alan Kreider, un théologien, un historien chrétien anabaptiste, sur l'histoire de l'Église, et notamment comment les chrétiens dans l'Église primitive ne pouvaient pas faire de campagne d'évangélisation, se traîner une mauvaise réputation dans la société parce qu'on leur a collé plein de préjugés négatifs. Comment aussi ils étaient, comme ils vivaient aussi les cultes en privé où les gens n'avaient pas forcément accès aux cultes, mais comment en fait c'est leur manière de vivre dans le monde qui a démontré la puissance de l'évangile et a poussé les gens à se tourner vers eux, quoi, Hmm. pour en savoir un peu plus. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu intéressant, et ça doit nous faire réfléchir sur notre manière aussi voilà, de défendre la foi chrétienne, quoi. Ouais. Après, ce qu'on voit, c'est que le romantisme a quand même la même réponse. C'est-à-dire que dans un monde immanent, dans un cadre immanent, euh, la seule source de transcendance ou la plus grande source de transcendance, ça va être justement la nature. C'est ça. Et la nature euh, euh, dans sa dimension transcendante, c'est-à-dire tout ce qui nous dépasse. Et en fait, le Ouais, sublime, hein, inexplicable. Ouais, ouais. au niveau de l'étymologie, c'est aussi ce qui est ce qui est au-dessus, tu vois. Sub limis, c'est au-delà de la limite. En grec, c'est peri-oupsos. Tu vois, il y a cette idée de dépassement. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aussi ces hommes ou ces sujets qui sont placés dans des natures qui les dépassent et qui sont menaçants parce que la peur, tu vois, face aux éléments naturels, et c'est aussi le développement il y a beaucoup de textes sur les Alpes, et c'est le développement aussi de l'exploration. Il y a un lien à faire entre
le fait de se frotter à la nature, tu vois, et d'aller se mettre en danger au milieu d'éléments qui pourraient nous engloutir, tu vois. Euh, Il y a des super beaux textes là sur les Alpes d'un mec qui s'appelle Addison, mais on en parlera une prochaine fois. C'est ça. Alors, il y a un Euh, truc qui est... On revient à nos moutons. ouais, on revient à notre Karl Truman. Donc, premièrement, il parle donc d'un poète qui s'appelle Wordsworth et qui met l'importance qui souligne l'importance des émotions intérieures. Mais aussi, il y a une deuxième chose intéressante que je trouvais, c'est euh, un retour à la ruralité dans le sujet de la poésie. Pour Wordsworth, donc la ville, la civilisation urbaine contribuerait à ce qu'on a vu avec Rousseau, c'est-à-dire aurait des effets délétères sur la nature humaine. Le fait que l'homme s'organise dans la société va impacter la morale de l'individu. Et donc, la poésie vient un petit peu comme un remède, comme un antidote à la civilisation, enfin l'urbanisation, qui est aussi vue en lien avec la rationalisation du monde moderne et aussi avec les progrès technologiques. Et donc, on a un lien qui est fait entre urbanisation et développement d'un système qui place l'homme dans une vie inauthentique. On avait parlé la dernière fois de ce que Rousseau appelle l'authenticité, qui était mise en péril par justement la société qui venait corrompre la morale de l'individu. Et donc, Wordsworth, lui, promeut un retour à la nature, un retour à la vie rustique, un retour à la campagne, pour justement fuir cette société qui vient nous corrompre et pour retrouver ce que ça signifie d'être authentiquement humain. Et donc, il y a une espèce de lien entre ruralité et authenticité. Et là aussi, j'ai fait un lien avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a une lecture morale qui fait de ça, ils ont raison. Avec, je sais pas si tu as vu ce truc-là, il y a des articles qui sont sortis récemment sur les tradwives. Les tradwives, Oui, les Tradwives. Ouais. c'est ce mouvement, surtout aux États-Unis, de femmes qui revendiquent une conception traditionnelle de la femme au foyer, avec toute la morale chrétienne, un complémentarisme très marqué, on va dire, pour pas dire parfois, Ouais, un euh, peu caricatural, quoi. ouais, parfois caricatural. Une espèce aussi d'image surannée des années 50, de la Ouais, c'est pin-up, ça. Les premières la femme, Cadillac et du premier frigo. exactement. Ouais, ça. Post-Deuxième Guerre Et, mondiale, les Glorieuses, quoi, les années Glorieuses. et en même temps, quelque chose euh, un petit peu similaire, mais un petit peu en marge, c'est ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle le cottage porn. C'est ces images et cette idée d'une espèce d'idéalisation de la vie rurale avec ces hommes et ces femmes qui habitent dans des fermes ou dans des maisons à la campagne et qui, tu vois, qui font le pain à la main, qui élèvent des poules, tu vois, tout ce délire un petit Hmm. peu avec aussi toute un imaginaire et une imagerie derrière. Et il y a quand même cette idée que, euh, et alors là, on est quand même très loin de ce que Truman raconte là au 18e Bon, c'est et bien, on après rend compris que 19e. c'est notre podcast et qu'on fait un peu ce qu'on veut et que ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est ça. Et en même temps, tu dis, ah, il y a de nouveau cette idée que pour retrouver une vie authentique, il faut sortir de Ouais. la ville qui nous corrompt. Alors,
là, c'est l'inverse hein, de Rousseau et de Wordsworth, c'est-à-dire que c'est pour revenir à des valeurs morales classiques, on va dire. Euh, mais pour Wordsworth, je reviens à notre poète là, il y a aussi un rejet euh, avec de l'urbanisation, avec la vie des élites. Et clairement, il y a une notion de classe qu'on voit là, avec des élites qui vivent un petit peu une vie fantoche, une vie bidon, qui n'est pas la vraie vie. Et là, encore une fois, c'est exactement ce que nous, on a vu. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, juste avant, juste avant le Covid, il y a les Gilets jaunes. Et pendant le Covid, il y a l'affaire des dîners, je sais plus où c'était là. Ah oui, à Paris, là. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et là, tu C'est... avais un grand écart, mais de malade, entre les gilets jaunes qui faisaient leurs saucisses sur les ronds-points pendant je sais pas combien de Ouais, mois, ouais. et les mecs qui en avaient rien à fiche des restrictions, qui se faisaient des C'est repas de ça, bâtards entre eux. la bourgeoisie intouchable au-dessus de tout. Ouais. Exactement. Et du coup, c'est ça dont parle Wordsworth. Il parle d'une élite hors sol qui ne représente pas ce qu'est être humain. Ce qu'est être humain, c'est pas du tout ça. Pourtant présenté comme une espèce de parangon de la société, puisque c'est ce à quoi devraient aspirer tous les hommes, c'est d'arriver à ce stade élevé là de sophistication. Et lui dit non, Ouais. en fait, c'est en retournant à la nature, c'est en abandonnant ce schéma-là qui est nourri par la société et la société urbaine et la civilisation. C'est en revenant à la nature que on pourra retrouver notre moi authentique. Et donc, on retrouve cette dichotomie entre nature et culture, et cette idée que la culture corrompt la nature. Et c'est ce dont on avait parlé la dernière fois avec Rousseau, et cet exercice de pensée qu'il avait fait avec ce retour à la nature, euh, où il faut se débarrasser de la culture qui corrompt l'homme. Voilà. Excellent. Ça me fait penser, j'ai vu, je l'ai mis en lien là de, 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 de- en lien du truc de notre De article, l'épisode. de l'épisode. Merci Mathieu. Mais oui. Euh, un petit documentaire sur YouTube sur Tolkien qui, je trouve, revient pas mal sur ce que tu dis et très intéressant. Le titre, c'est Comment la fantasy fut inventée contre la modernité. Donc, Oh. ça parle de Tolkien et comment Tolkien se rapprochait d'un mouvement culturel, enfin artistique qui s'appelait Art and Crafts. Peut-être que ça t'évoque quelque chose. Moi, j'ai découvert ça Non. avec Non. ce documentaire. En gros, ça reprend des éléments de ce que tu disais, mais euh, en fait, l'idée qu'il y a, enfin, ce que dit le documentaire, c'est que, en fait, au Moyen Âge, l'art était lié à l'artisanat. Les artistes servaient le bien finalement de tous. Tu parlais notamment de peintres qui répondaient à des commandes, mais qui servaient aussi à décorer les églises, etc. Chaque table, chaque chaise était de l'artisanat. Et donc était vraiment le fruit d'un travail d'un artiste. Et l'art était vraiment mis au service euh, de tous. Et vraiment, il y avait cette idée que l'art était, d'une manière générale, vraiment pour tous. Et comment, en fait, la révolution industrielle a permis de produire pour tous en standardisant les choses et du coup en notant cette dimension artistique. Et en fait, avec l'industrie, les artisans se sont retrouvés dépossédés de leur art, Hmm. d'ébénistes, de peintres, etc., parce que tu fais en série, etc. Et du coup, l'art a été déconnecté de l'artisanat et l'art est devenu du coup plus quelque chose au service de tous, mais comme marqueur d'une élite. Seules les classes supérieures peuvent avoir de belles tables, de belles chaises, des tableaux de maître. Les gens du bas peuple, bah, ils ont des meubles Ikea, ils achètent tous les mêmes tableaux chez Ikea et toutes les décos se ressemblent, tu vois. Et cette idée que voilà, l'art et
a été, à cause de l'ère industrielle, a été remis entre les mains confisqué par des élites. Et en fait, ce mouvement-là et comment la fantaisie aussi et Tolkien, qui c'est expliqué par le fait que Tolkien, quand il était jeune, il habitait en Angleterre et il a vu des régions industrielles se développer et massacrer justement la nature autour de lui, et des endroits où il allait se balader enfant être transformés en des zones industrielles et absolument Hmm. moches. Et en fait, et donc lui, c'est été influencé par ce mouvement Art and Craft qui finalement voulait revenir à la beauté de l'art du Moyen Âge, à la question de justement de l'artisanat, de la ruralité, etc. Et en fait, ça se retrouve énormément dans Le Seigneur des Anneaux. Tu remarques que les hobbits, les elfes sont en symbiose avec la nature, sont dans une forme d'artisanat, etc. Et ce qui représente la modernité, c'est les deux tours. C'est Sauron, c'est l'industrie qui fabrique, qui détruit toute la forêt autour, qui voilà. Et, euh, et en fait, c'est vraiment intéressant de voir cette analyse finalement qu'il y a chez Tolkien. Moi, j'avais pas du tout vu ça, bien sûr, en, en regardant les films. Mais c'est vraiment quelque chose qui est marqué de dire en fait, il y a une forme de désir de revenir à la nature et donc quelque part des aspirations assez qui rejoignent assez le mouvement du romantisme. Je ne sais pas s'il peut y être associé vaguement au niveau des idées du mouvement, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça assez intéressant, quoi. Ouais, alors j'ai regardé Art and Craft, c'est quand même après le romantisme. Ouais. Euh, c'est à peu près dans les mêmes années que l'Art Nouveau en France. Ouais, c'est Euh, contemporain à Tolkien. Il avait il était dans une communauté de personnes qui étaient là-dedans, de ce que je hmm. me souviens. Ouais, Alors il y a un texte qui est fondamental là, si on veut réfléchir à ça, c'est un texte de Walter Benjamin, euh, qui est un qui n'a essai rien qui à voir s'appelle... avec Benjamin Netanyahou. Non, C'est un autre Benjamin. Ok. ouais. Paru en 1936, qui s'appelle L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Et donc, Benjamin réfléchit à ce que la photographie et le cinéma changent dans le, le, le caractère de l'œuvre d'art. Euh, et donc, c'est hyper intéressant là. Mais on va pas. Peut-être on pourrait faire Ouais, ça vaudrait le coup un qu'on fasse épisode un autre là-dessus. truc. Mais Mm. alors, on continue et on revient à nos moutons avec Ouais, Shelley. Shelley, je sais pas comment on mm. dit. Je suis là. Euh, Ils vont croire que ça bug, qu'ils font les mêmes blagues pourries. Vas-y, enchaîne. mais ouais, alors, qui nous parle justement comme de ce dont j'ai parlé tout à l'heure de, de, de l'artiste comme étant un peu le trait d'union entre la nature, le monde, et puis l'audience, le public de l'art. Mm. Et donc, il y a le, le, le poète, animé par les mouvements de la nature, donne expression aux forces naturelles pour que les autres, par l'art, puissent en faire l'expérience. Et je trouve intéressant le commentaire de Truman, il dit que le poète possède alors comme un rôle sacerdotal. Il aide, dans ce qu'il est un médiateur, il aide les membres de la société à se reconnecter avec la nature. Il aide ses contemporains à accéder à une réalité plus profonde. Et Truman commence et dit, l'idée est claire, la poésie permet au public de voir au-delà de l'expérience quotidienne du monde. Une expérience qui semble souvent chaotique et en conflit avec elle-même, l'harmonie éternelle sous-jacente qui existe vraiment. Et donc, là, à l'intérieur d'un cadre euh, immanent, euh, ouais, immanent, le rôle du poète, c'est d'aller euh, au-delà des apparences et aussi au-delà du quotidien pour nous reconnecter à notre moi original dont on fait l'expérience dans la nature. Et donc là, on voit un lien avec euh, Wordsworth dont on parlait et maintenant Shelley. Et donc, il y a une Mm. dimension entre euh, esthétique et éthique, puisque, comme tu le disais, le rôle du poète, c'est pas juste de proposer une expérience esthétique, mais c'est de
produire un changement éthique. Le but, euh, le but assumé de ces poètes, c'est d'améliorer leur audience. Euh, et là, il y a vraiment une... Truman, il souligne que pour Shelley, il y a l'importance du médium. C'est-à-dire que c'est précisément l'art, précisément la poésie, c'est précisément l'esthétique qui pourra être le vecteur d'une vraie transformation. Pourquoi? Parce que les vérités que l'art euh, transmet se jouent au-delà de la raison. C'est pourquoi il parle de la dimension euh, euh, nécessaire de la poésie qu'il oppose aux didactiques de la prose. Et là, on revient à cette idée, à ce parallèle que j'avais fait avec la question du sublime. Quelque chose qui Tout à fait. dépasse en fait juste le fait de comprendre quelque chose, mais qui nous fait accéder à une vérité et à une réalité par l'esthétique. Euh, et ça, je trouve, c'est aussi intéressant. Alors, ça pourrait être le sujet d'une d'une autre émission. C'est la question de l'épistémologie euh, qu'on a réduit à la raison. C'est-à-dire que la seule manière de connaître quelque chose après les Lumières, c'est la raison. Ce que je peux connaître et ce qui est vrai, c'est ce qui est raisonnable et raisonné. Or, il y a dans cette idée de Shelley quelque chose que je trouve intéressant et que je trouve vrai, c'est que euh, le, le- la raison et le langage didactique n'est pas le seul moyen de connaître quelque chose et de dire quelque chose de vrai. Euh, il y a et dans la poésie et dans d'autres choses, des moyens d'accéder à la vérité du monde autrement que par la raison et par un discours articulé. Et donc, c'est précisément sur cet axe épistémologique et avec aussi cette idée que la connaissance de la vérité et de la réalité de la poésie est supérieure à ce que la raison peut nous faire connaître. En gros, la poésie nous amène au-delà de la raison et nous fait accéder à quelque chose que la raison ne peut pas dévoiler. Et c'est comme si il y a une dimension un peu apocalyptique à la, à Mm. la, à la poésie qui lève le voile sur la vraie réalité et nous fait euh, pas percevoir, si nous fait percevoir comme une empreinte, nous fait faire l'expérience d'une réalité que la raison ne pourrait pas nous donner à voir. Et notamment, je trouve dans le, justement, dans la description des émotions, de l'état psychologique de la personne, la poésie nous permet de voir, finalement, de rentrer dans le cœur du poète. Et en rentrant dans le cœur du poète, ça vient mettre des propres émotions ou du sens sur ta propre expérience que tu n'arrives pas sur laquelle toi-même tu n'aurais pas réussi à mettre le doigt et que le discours rationnel n'aurait pas permis d'expliquer, ou en tout cas d'apporter quelque chose de satisfaisant, émotionnellement parlant, je veux dire par là, quoi. Ouais, alors, Euh, ouais, un jour, il faudrait inviter des philosophes quand même. Parce que ça, c'est aussi la question de la phénoménologie. ouais. C'est l'étude de, de la perception de la réalité et l'analyse de l'expérience. Et donc, Comment les gens rendent compte de leur expérience, quoi. c'est ça. Et il y a un lien avec la réalité du monde, finalement. C'est-à-dire, notamment si on perçoit le monde par nos sens, quel, quel crédit on donne à nos sens. Et donc, c'est toute cette question-là. Et tu vois, je fais un parallèle encore, ou plutôt je tire un petit peu le fil, avec la question des théophanies. Euh, les théophanies font faire à ceux qui en font l'expérience, hein,
Euh, je prends peut-être la théophanie la plus, pour moi, une des plus grandioses, alors, à part l'incarnation, mais la théophanie la plus grandiose dans l'Ancien Testament, Exode 19. On a la montagne qui est embrasée. C'est-à-dire, à quel moment tu peux mieux comprendre la sainteté de Dieu que lorsque le peuple est autour de cette montagne embrasée. Euh, que, que, que dit et quelle expérience Moïse fait en Exode 3, à la fois de la sainteté, mais aussi de l'autosuffisance, de l'acéité de Dieu dans le buisson ardent. Mm. Il y a quelque chose dans l'expérience qui va nous faire prendre conscience, au-delà de tout ce qu'on peut dire, une vérité. Au-delà, mais pas en dehors. C'est-à-dire que euh, les théophanies s'accompagnent toujours d'une révélation verbale. Et donc, c'est Dieu lui-même qui donne le sens des théophanies. Mais il y a quand même dans l'expérience quelque chose qui dépasse les mots euh, et qui nous font vivre la réalité. Mm. Ouais, tu te retrouves en présence. Euh, le fait de se retrouver, c'est pas juste de l'information, c'est une expérience, quoi. C'est l'expérience. De la personne qui se retrouve en présence de Dieu et qui se jette à terre euh, face à la révélation d'un Dieu qui dépasse tout ce que tu peux imaginer, quoi. Et ça, c'est le ravissement, le ravissement ultime, hein, pour prendre ce que tu disais. Euh, je te propose qu'on avance. Mais oui, Euh, la, la, ce que je trouve aussi intéressant dans ce que souligne Truman, euh, c'est que l'éthique est dans sa dimension donc aussi collective, donc politique, sont construites sur le fondement de l'esthétique euh, et sont donc aussi dépendantes de la poésie, affirme-t-il, où en fait le rôle de la poésie étant de communiquer euh, euh, d'une manière esthétique une morale, communique une manière de vivre qui, qui du coup revêt une dimension de vérité. Par l'esthétique et la beauté, et le poète communique une manière de vivre qui va faire écho à la personne. Et notamment, il souligne les écrits de William Blake, alors que je connais que de nom, et comment ces écrits ont largement contribué, notamment à montrer la tristesse des personnages qui étaient dans le carcan de la religion. Et donc, en communiquant par la poésie, cet enfermement et cette tristesse, ce mal-être, eh bien, il communiquait des vérités à propos de la religion et encourager les gens à se libérer de ce carcan-là. hmm, C'est bien ça? Je peux passer à côté? oui. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Enfin, on retrouve encore aujourd'hui. Dire depuis tout à l'heure, on parle de gens qu'on connaît pas. Oui. Euh, Mais on est en train de redire ce que Troumani dit. Mais Oui, c'est exactement ce dont on fait l'expérience avec la, ce qu'on appelle la culture les soirs. populaire, Ouais, ouais. euh, avec les chansons et les films notamment, Mm. euh, où c'est peut-être les médiums les plus puissants pour faire passer un message. Dire le- la manière dont, euh, à la fois parce que pour le coup, on est dans une période où la reproduction du matériel est instantanée et universelle, c'est-à-dire que, et de plus maintenant avec le streaming, c'est-à-dire que entre l'universalité de quelques groupes et quelques tubes dans les années 80 et C'est clair. aujourd'hui la distribution instantanée tu vois, sur Spotify, il y a un monde. Pareil aussi avec les plateformes de streaming, c'est-à-dire qu'avant, il y avait quelques films cultes et on avait
On avait des projets phares comme ça qui donnaient voix à une vision du monde. Mais je veux dire, avec Netflix, avec les séries et c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Les visions du monde sont façonnées beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et en masse, parce qu'on a une Mm. multiplication de séries qui vont dans le même sens. Euh, Une et donc, industrialisation, quoi, du divertissement. c'est ça. Mm. Et on vit tous les jours sous stéroïdes, ce que décrit ici, qui émerge avec le romantisme. C'est cette idée que l'art contribue à façonner une vision du monde en nous faisant participer et en devenant parfois la bande son ou la bande visuelle de nos vies. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi la question des mèmes, tu vois. Euh, les mèmes, c'est devenu un langage où une- c'est presque des icônes, où derrière une image, on a tout un univers. Je pense à toutes ces questions des mâles alpha et des... Tu vois, avec ces mêmes avec Patrick Bateman de American Psycho, Ouais. tu vois. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Et en fait, où il y a euh, derrière tout un imaginaire, toute une vision du monde, une vision de la masculinité, une vision de la consommation, etc., qui a été résumée en une image. Et ça, qui peut servir aussi de, de, de langage. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que on a un réemploi. Alors, c'était déjà le cas avec des phrases cultes ou des références communes, mais c'est qu'il y a un va-et-vient. C'est que l'art, c'est pas simplement l'artiste qui va venir transformer une vision du monde ou alors façonner la vision du monde de tous ceux qui regardent. C'est que maintenant, il y a un retour et le public s'approprie et continue la propagation de cette vision du monde en faisant des boucles de renforcement. Il y a des autocitations, tu vois, où euh, qu'est-ce que tu es en train de dire quand tu montres une image de Patrick Bateman, là, de American Psycho? Tu es en train de sous-entendre tout ce qu'il y a dans le film en une image. Et donc, quand quelqu'un s'approprie ça, se le met en avatar ou utilise un mème pour répondre à quelqu'un, il est en train de convoquer tout un imaginaire. Et c'est maintenant l'audience qui s'est saisie de l'objet culturel ou de l'objet artistique Mm. pour construire, continuer et faire comme une chambre d'écho à l'œuvre d'art. Et donc là, on a un truc de ouf, c'est que pour la première fois, avec les réseaux sociaux, euh, euh, le, le, le public devient auteur. Le public devient auteur Ouais, tu en faisant t'appropries l'œuvre culturelle et tu lui donnes une deuxième exactement. vie euh, toi-même, quoi. Ouais, non, c'est super intéressant. Euh, je ne sais pas si tu voulais encore parler d'autre chose, mais je voulais parler, moi, de De Quincy. Mais parle-en parce que moi, j'ai rien à dire sur lui. Ok. De Quincy, donc un autre poète C'est pas dont j'ai... Quincy Jones. Non, pas Quincy Jones. Euh, donc, il y a encore un autre auteur que je n'ai pas lu, mais qui, il y en a, ils doivent se dire, mais putain, mais c'est quoi ces guignols? Ils parlent de tout sauf... bref. Euh, donc, euh, pourquoi Truman cite ce poète-là? C'est parce qu'il a écrit un essai qui est célèbre, qui s'appelle On Murder, Considered as one of the fine arts. Donc, comment le meurtre est considéré comme l'un des plus beaux arts. Et en fait, ce que fait l'auteur, c'est qu'il décrit sous l'angle esthétique le mal moral. Et donc, et c'est quelque chose que tu retrouves, euh, je pense à plein de séries de films et tout ça qu'on a aujourd'hui, où en fait le méchant est le héros. C'est Dexter. plus on est sur un anti-héros. Dexter, mais même tu parlais
comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié déjà, là, quand tu parlais de l'exemple du même, Bateman. De Bateman. Voilà, enfin bref, d'autres. Alors, même si lui, il est vraiment aussi, euh, euh, aussi enfin, c'est esthétique, mais c'est aussi très violent. Mais voilà, il y a beaucoup de méchants qui revêtent une dimension esthétique, mais qui leur confèrent, c'est ce que dit Truman, un angle vraiment sympathisant. Ça produit chez le lecteur ou chez le spectateur une adhésion, une sympathie pour le personnage parce qu'il est décrit même s'il est moralement mauvais, il est décrit d'une manière esthétique. Hmm. Il est présenté sous un angle sympathique. Et du coup, ça va faire que ben, même un Tony Soprano, un, un Don Corleone, etc., des gens qui sont dans la vraie vie, tu voudrais jamais avoir affaire à eux, et ben en fait, grâce à ça, tu les aimes. Et en fait, ce qu'il... Et ouais. Et ce qui est Vas-y. intéressant avec Tony Soprano, c'est que point, le point de contact justement avec son humanité, c'est la psychanalyse. Et Ouais, en voilà, il fait, est dépressif et... tu, 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 tu te, tu pourrais presque te reconnaître dans quelqu'un qui fait l'expérience de l'ecclésiaste, alors que c'est le méchant que dénonce l'ecclésiaste. Enfin, tu vois, C'est c'est ça, fou, c'est quoi. ça. C'est ça. C'est le gars goûte à la vanité de la criminalité. Et du coup, il est pas bien. Bref, voilà, tu vois, c'est tous ces. C'est même pas des problèmes c'est même pas des figures d'anti-héros, mais de méchants qui te sont présents. Je pense au Joker. Le film Hmm. le Joker, il est incroyable ce film avec l'autre là. Mince, son nom, l'acteur. Il a eu un Oscar. Euh, Joaquin Phoenix. et ouais, voilà. Donc voilà, tu vois, l'esthétique est. Bon, ce film, on n'en a pas fait de Memento Mori sur ce film. Sur Joker? Ouais. On a fait ou pas? Je Je sais pas crois pourquoi j'ai l'impression qu'on en a pas. fait, mais non, mais je crois pas. Mais qui Non. est hyper intéressant à analyser d'ailleurs. Enfin, Ouais. bref, voilà, on pourrait multiplier comme ça. Et en fait, ce que dit Truman, c'est que euh, ces essais ces écrits qui sont ironiques sont intéressants parce que il dit qu'une fois que l'esthétique est détachée d'une compréhension universelle de ce que signifie être humain, détaché d'un méta-narratif moral faisant universellement autorité sur ce qui est le bien et le mal, où l'esthétique se détache de ça, qu'elle se détache d'un fondement logique dans une réalité métaphysique qui est plus vaste, alors du coup, l'esthétique est une fin en soi et devient quelque chose, l'esthétique est reine. Hmm. C'est comme ça qu'il le dit. Et en fait, le goût, l'appétence qu'on va avoir va déterminer pour ça, va déterminer ce que nous pensons bien ou mal. Parce que c'est présenté d'une façon belle, alors c'est bien. Parce que c'est présenté d'une façon laide, alors c'est mal. Et en fait, on voit le fait de décorréler l'esthétisme de ce qui est reconnu universellement comme bien ou mal. Et bien, en fait, ça permet de réencoder tout et en fait, c'est pas le bien qui inspire le beau, mais c'est le beau qui dit ce qui est bien ou le lait qui dit ce qui est mal. Donc en fait, tu as un renversement total finalement qui se produit. Et ça, bah, pour lui, en fait, c'est puissant parce que ça va permettre à l'art, dans l'imaginaire social, de présenter si on le reprend, nous, avec notre perspective qu'on a d'apologétique culturelle, de présenter tout ce qui relève de la vision chrétienne du monde par l'art comme étant quelque chose de laid. Donc c'est tout, ça rejoint la notion un peu de death work qu'on avait vu avant. Et inversement, de montrer ce que la Bible déclare comme mauvais, comme étant beau, comme étant attrayant, et du coup en parlant vraiment aux émotions des hommes et en suscitant, en les aidant à se projeter dans ce monde-là. Et ça concourt aussi du coup à renverser
finalement ce que disent les Écritures et permet de construire le modern self et cette intériorisation de l'éthique parce que tu as des figures, tu as des représentations culturelles belles, attrayantes, sympathiques, encourageantes qui viennent conforter des émotions chez toi, qui viennent en nourrir, qui sont en totale opposition avec la vision chrétienne du monde et ce que Dieu veut produire. Et donc, ça crée une influence très forte et donne à l'homme la possibilité de se projeter. Et si on pense à cette dimension, si on en revient sur cette question aussi transgenre, etc., bon, certes, c'est pas une question, de poésie, mais de l'art, du récit, de l'imaginaire d'une manière plus large. Quand tu es, sur des réseaux sociaux et que tu as, justement tout un univers avec ses propres codes esthétiques qui te véhiculent un code moral nouveau, de tolérance, d'intégration, d'inclusivité, et cetera, qui t'explique les raisons de ton mal-être par un discours qui te projette dans un imaginaire, qui te donne une vision, qui te fait des promesses, et cetera, ça va nourrir venir conforter en fait peut-être tes impressions ou proposer des réponses à des mal-être, non pas d'une manière avec un discours scientifique, et on le voit bien, toute la question de ce domaine-là, de la théorie du genre, rejette le discours scientifique, mais avec un discours qui est idéologique et qui est poétique, qui est mythologique, qui est de la fantaisie, en fait. Tu vois, Hmm. voilà. Donc voilà, c'est ça aussi que je trouvais, moi, assez intéressant. Tu veux-tu rebondir ou compléter? Non, c'était clair et Ouais, c'est vrai et intéressant. Merci beaucoup, Raph. mais c'est moi qui te remercie. Tu m'as ravi, Mathieu, par Oh, tes apports. Je me réjouis. Voilà, on en reste là, du coup. on en reste là. Écoute, je crois que c'était assez sublime. Euh, non, en réalité, le sublime, on l'utilise pas comme adjectif. Mais on s'approchait du sublime avec quelque chose qui était le gros bordel et qui vous C'est a le message peut-être subliminal emporté. du chaos. C'était le chaos. Mais Voilà. c'était intéressant et j'espère que vous avez trouvé dans cet épisode une ou deux pépites. Écoute, Euh, comme d'hab, pour moi, le premier objectif numéro un, c'est de passer un bon moment avec toi. Et c'était le cas. Et, ah, et si comme Valérie. ça vous a... euh, voilà, tout à fait. Et, Toujours, hein. si, et ça, c'est un mème, hein. Pour moi, c'est devenu un mème, hein. Mm. Merci pour ce moment. C'est une phrase même pour moi. Bref, en tout cas, si dans ce chaos et ces discussions un peu nerd, vous avez euh, trouvé du plaisir, que ça vous a aidé à connecter certains trucs, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Tout à N'hésitez fait. pas à aussi nous mettre un pouce ou 5 étoiles ou tout ce qui peut nous aider à faire connaître le ministère de TPSJ. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que il n'y a pas que il y a pas que Memento Mori. Il y a aussi tous les autres podcasts, les prédications, etc., avec des choses peut-être un peu plus structurées que nos podcasts et qui pourront compenser et vous permettre de tolérer nos podcasts. Quand vous aurez la rigidité des autres podcasts, la rigueur, ça vous fera du bien de venir dans le chaos Mais et oui, voilà. inversement. Vous voyez, ça se complète, ça se ventile, ça respire, c'est la vie. Ça se C'est ventile super. comme Cornelius. Bon, allez, il est temps de se laisser. La semaine prochaine, on va rebasculer sur la thématique de la masculinité. Donc, à très bientôt. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de chaque série sur le Modern Self ou la masculinité très facilement parce que les titres sont très bien faits. Merci à Johanna qui monte les épisodes, Yes. qui est très rigoureuse dans les titres et tout ça. Et c'est super, vous pouvez nous suivre facilement. À bientôt et à la semaine prochaine. Non, ça va Ciao. pas, je dis deux fois la même chose. Allez, C'est pas salut. grave.